paie 5 000 € pour la chambre d'amis ou déménage, a dit mon père pendant le dîner, après que ma sœur et son mari ont emménagé. J'ai gelé le compte et je suis parti. Une semaine plus tard, ma mère a appelé en panique. 110 appels manqués. Imaginez la scène, un dîner de famille chaleureux, le genre où les rires devraient résonner sur les murs. Mais pas cette fois. J'étais rentré à la maison après que mon monde s'était effondré, les papiers du divorce encore frais, mon emploi perdu en un éclair, cherchant du réconfort dans la maison de mon enfance. Pendant des semaines, j'avais dormi dans la chambre d'amis, mettant tout mon cœur à aider, comme toujours. J'avais payé leur prêt immobilier quand les temps étaient durs. J'avais réparé le toit qui fuyait. J'avais même couvert les frais de scolarité de ma nièce sans hésiter une seconde. Puis, au-dessus de la purée de pommes de terre et dans un silence tendu, mon père lâche la bombe. Ta sœur et son mari emménagent. Si tu veux rester dans cette chambre d'amis, c'est 5 000 € par mois. Où fais tes valises? Ma fourchette claque contre l'assiette. Ma mère évite mon regard. Ma sœur a un sourire en coin. Moi, celle qui avait tout sacrifié pour eux. Traitée comme une étrangère pique-assiette. L'humiliation m'a brûlé de l'intérieur. La trahison se tordant comme un couteau. Mais je n'ai pas crié. J'ai hoché la tête. J'ai même souri. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, je me suis connecté à nos comptes partagés, ceux que j'avais financés pendant des années. En quelques clics, j'ai tout gelé, épargne, carte, assurance. J'ai fait mon sac, je me suis glissé par la porte, en laissant un mot, je ne paie pas de loyer dans ma propre famille. Une semaine d'un calme inquiétant. Puis mon téléphone explose. 110 appels manqués. Des messages vocaux de ma mère. Sa voix se brisant de pure panique, « Que as-tu fait ? Nous ne pouvons accéder à rien. » Ils étaient loin de se douter que ce n'était que l'étincelle. Ce qui suit est un tourbillon de découvertes choquantes, de vengeances calculées et d'un empire familial s'effondrant sous sa propre cupidité. Restez pour écouter. Vous ne croirez pas les rebondissements, les larmes, le triomphe ultime qui les a laissés en train de supplier. Ce n'est pas juste des représailles. C'est la justice servie froide. Vous devez voir comment cela se termine. Je m'appelle Émilie Harper. J'ai 57 ans, ancienne directrice du marketing qui a passé 35 ans à gravir les échelons de l'entreprise pour finalement perdre son emploi suite à une restructuration il y a 6 mois, juste après la fin de mon mariage de 28 ans lors d'une cérémonie discrète au tribunal. La maison que j'avais partagée avec mon ex me semblait trop grande et trop vide. Alors, j'ai fait ce que tant de femmes de mon âge font quand le sol disparaît sous elles. Je suis rentré chez moi, pas pour visiter, mais pour guérir. Ma mère et mon père m'ont accueilli à bras ouverts. Les mêmes bras qui m'avaient bercé pendant les fièvres de l'enfance et les chagrins d'amour de l'adolescence. La chambre d'amis au bout du couloir à l'étage avait encore le papier peint floral délavé que j'avais choisi à 16 ans. Elle sentait légèrement les sachets de lavande et la sécurité. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit. C'était il y a 3 semaines. Ce soir, la table de la salle à manger est dressée avec la belle porcelaine de ma mère, celle qu'elle réserve pour les anniversaires et l'Action de grâce. Le poulet rôti est doré. La purée de pommes de terre est crémeuse et les haricots verts brillent de beurre. Mon père verse du thé glacé à tout le monde et, pendant un instant, tout semble comme avant. Nous 4. Ma mère, mon père, ma sœur aînée Lorraine et moi, riant de tout et de rien. Lorraine a traversé la ville en voiture avec son mari Marc et leur fille Sophie, qui a 14 ans mais en paraît 30 et qui est collée à son téléphone. Marc, comme d'habitude, monopolise la conversation avec des histoires sur ses dernières transactions immobilières. Je souris et hoche la tête au bon moment, reconnaissante simplement d'être entouré par ma famille. Puis mon père s'éclaircit la gorge comme il le faisait quand il s'apprêtait à annoncer une nouvelle règle de la maison. La pièce devient silencieuse. Émilie, commence-t-il en posant sa fourchette avec un soin délibéré. Lorraine et Marc ont quelques difficultés avec leur location. Le propriétaire a encore augmenté le loyer et ce n'est tout simplement plus gérable. Ils reviennent vivre avec nous la semaine prochaine. Je ressens une lueur de surprise, mais ce n'est pas malvenu. Il y a beaucoup de place après tout. La vieille maison compte 4 chambres, et Sophie peut prendre la suite mansardée qu'elle a toujours aimée quand elle était petite. C'est bien, papa, dis-je chaleureusement. Je vais aider comme je peux. Mon père échange un regard rapide avec ma mère,
puis avec Lorraine. Lorraine trouve soudain sa serviette de table fascinante. Marc sourit dans son thé. C'est gentil de ta part, chérie, dit ma mère avec un peu trop d'enthousiasme. Mais il y a autre chose dont nous devons discuter. Mon père croise les mains comme s'il était à une réunion du conseil d'administration. La chambre d'amis que tu utilises, c'est la seule au rez-de-chaussée avec sa propre salle de bain. Marc en a besoin pour ses problèmes de dos, tu devras donc déménager à l'étage dans la petite chambre à côté de la buanderie. Je cligne des yeux. La petite chambre est à peine plus grande qu'un placard et sent perpétuellement la lessive. D'accord, je réponds lentement. Je peux le faire. Il y a encore une chose. La voix de mon père se durcit. Nous en avons discuté, et si tu veux continuer à rester ici après l'emménagement de la famille de Lorraine, nous aurons besoin que tu contribues équitablement. 5 000 € par mois. C'est ce qu'il en coûterait pour louer une chambre comparable n'importe où ailleurs en ville. Les mots atterrissent comme une gifle. 5 000 € par mois pour le privilège de dormir dans la maison de mon enfance pendant que j'essaie de recoller les morceaux de ma vie. La pièce tourne un peu. Je regarde ma mère, attendant qu'elle proteste, qu'elle en rit comme d'une des mauvaises blagues de mon père. Elle fixe son assiette. Lorraine refuse toujours de croiser mon regard. Marc s'adosse à sa chaise, les bras croisés, le plus léger des sourires jouant au coin de sa bouche. 5 000 €. C'est plus que ce qu'a duré mon indemnité de licenciement. Plus que ce que j'ai en argent liquide en attendant que des contrats de pigiste se concrétisent. Les souvenirs affluent sans permission. L'année où le toit s'est effondré sous la neige abondante et où j'ai fait le chèque de 20 000 € sans hésitation. Les mois où j'ai discrètement payé le prêt immobilier lorsque l'entreprise de construction de mon père a ralenti. Les frais de scolarité de l'école privée pour Sophie quand Lorraine a prétendu qu'ils étaient un peu justes. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, j'étais là. Sans poser de questions, sans tenir les comptes, parce que c'est ce que fait une famille. Et maintenant, on me fait payer un loyer comme à une étrangère trouvée dans la rue. Mon pouls bat dans mes oreilles. Le poulet a un goût de cendre. Je pose ma fourchette avec précaution, comme vient de le faire mon père, pour gagner du temps pendant que le choc se transforme en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Émilie, la voix de ma mère est toute petite. Dis quelque chose. Je regarde autour de la table les parents qui m'ont élevé pour croire que les liens du sang sont plus forts que tout, la sœur qui me tressait les cheveux et qui ne peut maintenant plus me regarder dans les yeux, le beau-frère qui a toujours pris plus qu'il n'a donné. Le poids de chaque sacrifice que j'ai fait pour eux pèse sur ma poitrine jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Je force un sourire crispé. D'accord, dis-je doucement. Je comprends. Mon père hoche la tête, satisfait. La conversation retourne à la logistique du déménagement. Qui prendra quelle commode? Combien de boîtes Lorraine doit-elle encore emballer? Je hoche de nouveau la tête au bon moment. Mon visage est un masque poli. Mais à l'intérieur, quelque chose bascule. Une décision se cristallise, froide, claire et imparable. Je suis restée silencieuse, hochant la tête. Mais à l'intérieur, j'avais pris une décision que personne ne pouvait prédire. Le dernier d'entre eux était monté se coucher depuis des heures. J'ai entendu le pas lourd de mon père sur le palier. Le clic de la porte de la chambre de Lorraine. Le faible murmure de la télévision de Marc à travers le mur. La maison s'est installée dans ce silence nocturne familier. Celui qui semblait autrefois sûr. Ce soir, c'était comme le calme avant une tempête que j'allais moi-même déclencher. Je suis resté à la table de la salle à manger, sur la même chaise où mon père avait prononcé sa sentence. Les assiettes étaient débarrassées, mais l'odeur du poulet rôti flottait toujours dans l'air, aigre maintenant, comme quelque chose d'avarié. Mon ordinateur portable était fermé devant moi. Je l'ai ouvert, la lumière froide de l'écran baignant mon visage. Mes doigts n'ont pas tremblé. Ils savaient exactement quoi faire. J'ai commencé par le compte d'épargne conjoint, celui que mon père avait insisté pour que nous partagions tous en cas d'urgence familiale. Solde, 43 812 €. La majeure partie était à moi, transférée discrètement au fil des ans chaque fois qu'ils étaient dans le pétrin. J'ai cliqué sur les services du compte, puis sur les options de sécurité, puis sur geler le compte. Une boîte d'avertissement jaune m'a demandé si j'étais sûr. J'étais plus sûr que je ne l'avais jamais été de quoi que ce soit. J'ai tapé la raison, suspicion d'activité non autorisée. Confirmé.
Verrouillé. Ensuite, le compte courant du foyer qui payait le prêt immobilier, la facture d'eau, les cartes de crédit qu'ils utilisaient tous, même processus. Gelé. La carte de crédit sur laquelle je les avais ajoutés en tant qu'utilisateurs autorisés après que la voiture de Lorraine eut rendu l'âme. Gelé. Le compte de dépôt pour l'assurance habitation que j'avais mis en place pour qu'il n'ait jamais à se soucier des primes. Gelé. Chaque ligne de vie numérique que j'avais un jour tendue, je l'ai coupée en moins de 12 minutes. Quand j'ai eu fini, l'écran ne montrait que des cadenas verts. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai laissé l'obscurité engloutir la pièce à nouveau. À l'étage, j'ai bougé comme un fantôme. J'avais déjà décidé ce qu'il fallait emporter et ce qu'il fallait laisser. 2 valises moyennes, un bagage à main, mon passeport, la petite boîte ignifuge avec mon acte de naissance et le jugement de divorce. J'ai laissé les manteaux d'hiver dans le placard, les livres sur l'étagère, la photo encadrée de Lorraine et moi à la remise des diplômes. Ces choses appartiennent à la Émilie qui croyait encore que la famille, c'est pour toujours. J'ai fermé les sacs, je les ai posés près de la porte de la chambre et je me suis changé pour mettre un jean foncé, un pull noir, des bottes confortables. J'ai regardé autour de moi une dernière fois. Le clair de lune à travers les rideaux peignait des rayures pâles sur le lit dans lequel j'avais dormi pendant 3 semaines. J'ai éteint la lampe et je l'ai laissé briller dans le vide. En bas, j'ai arraché une feuille du bloc-notes juridique jaune de mon père, le même qu'il utilisait pour les listes de courses et les notes de rappel. J'ai écrit en lettres majuscules pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne loue pas dans ma propre maison. Émilie. J'ai placé le mot en plein centre de la table de la salle à manger, exactement à l'endroit où se trouvait l'assiette de mon père. Puis j'ai pris mes clés, je me suis glissé par la porte d'entrée et je l'ai refermée derrière moi avec le clic le plus doux que je pouvais faire. L'air d'octobre a frappé mon visage comme de l'eau froide. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit les fenêtres baissées, laissant la nuit mordre ma peau pour prouver que j'étais toujours en vie et que j'allais de l'avant. 20 minutes plus tard, je me suis enregistré dans un hôtel de long séjour près de l'autoroute, le genre d'endroit qui ne pose pas de questions quand vous payez en espèces pour une semaine. Je leur ai donné le nom de Suzanne Carter, quelque chose que j'avais vu sur un panneau d'affichage, et j'ai porté mes propres sacs jusqu'à la chambre 212. La chambre sentait l'eau de Javel et la vieille moquette, mais le pêne dormant fonctionnait et les rideaux se fermaient hermétiquement. J'ai mis mon téléphone sur ne pas déranger, je l'ai branché et j'ai dormi sans rêver pour la première fois depuis des mois. Les premiers jours avaient un goût de liberté. Je me réveillais quand je voulais, je mangeais des œufs brouillés au restaurant de l'autre côté du parc de stationnement, je marchais en rond sur l'asphalte jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal. J'ai réécrit mon curriculum vitae, j'ai répondu à des courriels de recruteurs et j'ai regardé des familles normales se chamailler au sujet de crêpes comme si c'était la chose la plus ordinaire au monde. Personne ne m'a demandé d'argent. Personne ne m'a rappelé combien d'espace je prenais. Le silence de la maison était absolu. Je me disais qu'ils étaient trop en colère ou trop honteux pour me contacter. J'ai presque commencé à croire que j'avais disparu proprement. La 7e nuit, je pliais du linge sur le lit de l'hôtel quand le téléphone a commencé son assaut. Il vibrait si fort qu'il dansait sur la table de chevet et tombait sur la moquette. Je l'ai ramassé et j'ai regardé les chiffres grimper comme le compteur d'un film d'horreur. Appel manqué de maman. Appel manqué de papa. Appel manqué de Lorraine. Message vocal. Encore un appel manqué de maman. L'écran s'est brouillé alors que les notifications s'empilaient trop vite pour être lues. Au moment où je l'ai déverrouillé, le compte s'élevait à 110 appels manqués, 39 messages vocaux et un fil de messages textes qui ressemblait à un appel à l'aide. Émilie, s'il te plaît. Ce n'est plus drôle. La banque ne nous laisse rien toucher. La carte de marque a été refusée à l'épicerie. La tension artérielle de ton père crève le plafond. Reviens à la maison. Nous pouvons arranger ça. Émilie, je t'en supplie. J'ai appuyé sur lecture pour le message vocal le plus récent. La voix de ma mère a rempli la petite chambre, frêle et brisée, rien à voir avec la mère calme qui fredonnait en repassant mes uniformes scolaires. Émilie, chérie, quoi que tu aies fait au compte, s'il te plaît, annule-le. Nous sommes ta famille. Nous ne le pensions pas comme ça au dîner. Reviens juste à la maison, mon bébé. S'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire. Je n'avais jamais entendu la voix de ma mère aussi paniquée. Et j'ai su que quelque chose de grave s'était produit.
Le message vocal s'est terminé et la chambre est devenue silencieuse. Le genre de silence qui bourdonne dans les oreilles. Je suis resté là, tenant le téléphone, la supplication brisée de ma mère tournant en boucle dans ma tête. Et pour la première fois depuis que j'étais parti, j'ai ressenti quelque chose de plus vif que la colère. De la curiosité, peut-être, ou les premiers tiraillements d'une peur de n'avoir vu que la surface de ce dont ils étaient capables. J'ai appelé la seule personne qui me devait encore des faveurs de la vie que j'avais laissée derrière moi. Sarah Delgado et moi avions commencé comme guichetières ensemble il y a 40 ans, à l'époque où nous portions des jupes en polyester et comptions l'argent à la main. Elle avait gravi les échelons à la First National pendant que je gravissais ceux de l'entreprise. Je connaissais toujours son numéro de téléphone par cœur. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Émilie Harper, je me demandais quand tu ferais surface. Ton nom illumine nos alertes de fraude comme un feu d'artifice. Mon estomac s'est noué. Raconte-moi. Quelqu'un est entré dans la succursale principale hier avec une pile de documents, une procuration, une nouvelle carte de signature. La totale, prétendant tous être toi. Ils ont essayé de dégeler les comptes et de retirer 25 000 € en chèque de banque. La guichetière a eu des soupçons parce que la photo de la pièce d'identité avait l'air fausse. Elle a gagné du temps, a appelé la hiérarchie, et tout s'est heurté au mur du compte gelé que tu as mis en place. Heureusement que tu l'as verrouillé. 5 minutes de plus et il serait reparti riche. Qui était-ce, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le sût déjà. Un grand type, au milieu de la cinquantaine, montre cher, attitude bon marché. A donné son nom comme étant Mark Reynolds. Ça te dit quelque chose? Mark. Bien sûr, il y a plus, a dit Sarah en baissant la voix. Nous avons visionné la caméra du hall d'entrée. Tes parents étaient avec lui. Ton père se tenait juste derrière lui, remplissant le bordereau de dépôt, pendant que ta mère montait la garde à la porte comme un guetteur dans un mauvais film. Je t'envoie les photos par courriel en ce moment même. Je suis désolé, chérie. Le courriel est arrivé avant même que je n'ai raccroché. J'ai ouvert la pièce jointe sur mon ordinateur portable, et ils étaient là, 3 images en couleur granuleuse horodatées d'hier après-midi. Marc, penché sur le comptoir, souriant d'un air suffisant à la guichetière. Mon père montrant quelque chose sur le formulaire, la bouche en mouvement. Ma mère regardant nerveusement par-dessus son épaule, serrant son sac à main comme s'il risquait de s'enfuir. Ma famille prise la main dans le sac en train d'essayer de voler ce qui restait de mon nom et de mon argent. Je me suis rejeté en arrière si fort que la chaise de l'hôtel a grincé. La trahison au dîner avait été cruelle. Mais celle-ci était chirurgicale. Ils ne voulaient pas seulement mon départ. Ils avaient prévu de me dépouiller d'abord. Sarah m'a envoyé un autre message texte. Veux-tu que je le signale à la police? L'usurpation d'identité est un crime grave. Pas encore, ai-je répondu. J'avais besoin de comprendre jusqu'où cela allait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait les 100 pas dans la petite chambre jusqu'à en user la moquette, puis j'ai sorti le bac de rangement en plastique. J'avais apporté de la maison la seule chose que je n'avais pas pu laisser derrière moi. À l'intérieur se trouvaient d'anciens dossiers fiscaux, des cartes d'anniversaire et une boîte à chaussures étiquetée reçu d'hiver avec l'écriture soignée de ma mère. Je l'avais attrapé sur une impulsion le soir de mon départ, pensant que je pourrais avoir besoin de preuves de toutes les fois où je les avais tirées d'affaire. J'ai commencé à creuser. 1 heure plus tard, j'ai trouvé le premier indice. Un bordereau de retrait datant d'il y a 3 ans pour 5 000 €, paraphé par Marc, prélevé sur le compte d'épargne conjoint le lendemain du jour où il était censé avoir remboursé un prêt que j'avais accordé à Lorraine pour l'appareil dentaire de Sophie. Un autre bordereau 6 mois plus tard, 8 000 € notés comme réparation de la maison. Puis des plus petits, 2 000 € ici, 1 500 €. Ils étaient toujours arrondis à des chiffres nets, toujours les jours où Marc avait accès au portail en ligne parce que je l'avais bêtement laissé se connecter un jour depuis mon ordinateur portable pour transférer 20 € pour une pizza. À l'aube, j'avais aligné 23 retraits distincts sur 3 ans totalisant près de 90 000 €. 90 000 € disparus. Et chaque relevé montrait le solde restauré par magie en quelques jours. Mes transferts automatiques se déclenchaient chaque fois que le compte passait sous un seuil que j'avais fixé pour aider la famille. Je me suis assise sur le sol de l'hôtel, entouré par les fantômes de papier de ma propre générosité, et j'ai senti quelque chose en moi se durcir comme de l'acier. Marc avait un procès pour fraude enregistré en 2018.
J'ai trouvé le dossier public avec une simple recherche sur Internet. Un ancien partenaire commercial l'avait poursuivi pour avoir falsifié les comptes lors d'une transaction immobilière. L'affaire avait été réglée à l'amiable, mais les allégations étaient laides. Signature falsifiée, fausse facture, fonds de garantie manquants. Mes parents savaient. Ils s'étaient assis à la même table pendant que Lorraine pleurait sur l'injustice de la situation. Et ils l'avaient tout de même accueillie dans leur maison, dans leur compte, dans ma vie. Ils ne s'étaient pas simplement retournés contre moi à cette table de salle à manger. Ils m'avaient saigné lentement pendant des années, attendant le moment parfait pour terminer le travail. J'ai fixé les soldes bancaires gelés sur mon écran, les images de la caméra de mes propres parents agissant comme complices, la pile de reçus qui prouvait que je n'avais été rien de plus qu'un distributeur automatique ambulant avec le visage d'une fille. Ils ne voulaient pas seulement me mettre dehors. Ils prévoyaient de me vider avant que je ne puisse fermer la porte. La vérité était assise devant moi comme une arme chargée, et j'ai décidé qu'il était temps de presser la détente. Je n'ai pas crié dans le vide ni engagé d'avocat tout de suite. Au lieu de cela, j'ai ouvert un compte de courrier électronique que je n'avais jamais utilisé auparavant. J'ai joint l'image fixe la plus claire que Sarah m'avait envoyée, plus un extrait de 30 secondes de Marc penché sur le comptoir du guichetier pendant que mes parents rôdaient comme des complices, et j'ai écrit un message court et calme. Pas de menaces, pas de crise d'hystérie, juste des faits dans le fichier vidéo. La destinataire était Charlotte Kane, la femme derrière le blog secret de Famille Dévoilée, qui avait accumulé des millions d'abonnés en publiant des histoires brutes et vérifiables de trahison de la part des personnes en qui nous sommes censés avoir le plus confiance. J'avais lu ces publications tard dans la nuit alors que mon propre mariage s'effondrait. Ces sections de commentaires étaient remplies de femmes de mon âge hochant la tête en signe de reconnaissance. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir douter de moi-même. Charlotte a répondu en 14 minutes. Êtes-vous en sécurité? Puis-je publier ceci ce soir? J'ai répondu 2 mots, oui, s'il vous plaît. L'histoire a été mise en ligne à 9 h le lendemain matin. À midi, elle comptait 100 000 vues. Au dîner, elle était sur toutes les plateformes qui prospèrent sur l'indignation. Le gros titre était simple et brutal. Des parents et une sœur et d'un gendre a essayé de voler 25 000 € à une femme. Ils lui ont demandé un loyer après qu'elle a tout perdu. Charlotte a juste assez flouté les visages pour satisfaire les avocats, mais a laissé le logo de la banque et l'eurodatage parfaitement clair. Mon prénom a été changé pour eux, mais quiconque nous connaissait le savait. L'Internet a fait ce qu'il fait de mieux. Il a creusé. Quelqu'un a trouvé l'ancien procès pour fraude de Marc et a publié le dossier. Quelqu'un d'autre a localisé la page de réseau social de son entreprise immobilière et l'a remplie de captures d'écran. Le 3e jour, son employeur a publié une déclaration brève. Monsieur Reynolds ne fait plus partie de l'entreprise. Son profil professionnel a disparu. Son patron, un homme qui jouait au golf avec mon père depuis 20 ans, a cessé de répondre aux appels de mon père. Dans notre petite ville, les retombées ont été plus silencieuses, mais tout aussi dévastatrices. Les amis du club de jardinage de ma mère ont cessé de l'inviter aux réunions. La chaîne de prière de l'église qui demandait autrefois des bénédictions pour le mauvais genou de mon père chuchotait maintenant au sujet de la cupidité et de l'ingratitude. Les gens changeaient de trottoir quand mes parents marchaient jusqu'à la boîte aux lettres. Les vieux copains de mon père de l'association des vétérans ont cessé d'appeler pour le petit déjeuner du samedi. Le silence était plus fort que n'importe quel cri. J'ai regardé tout cela depuis le téléphone de ma chambre d'hôtel en mode silencieux, étrangement calme. Je ne me réjouissais pas. J'en avais simplement fini de les protéger des conséquences qu'ils avaient passé des années à mériter. Puis, 9 jours après la publication de l'histoire, on a frappé à la porte. Je savais qui c'était avant d'atteindre le Judas. 3 silhouettes sur l'allée en béton. Mon père dans son coupe-vent, ma mère serrant son sac à main comme un bouclier, Lorraine aux yeux rouges et furieuse. J'ai d'abord ouvert la porte en gardant la chaîne. Émilie, laisse-nous entrer, a aboyé mon père. Cela a été assez loin. J'ai fermé la porte, retiré la chaîne et reculé. Ils sont entrés à la file indienne comme des accusés entrant dans une salle d'audience. Lorraine a commencé la première, en larmes, criant déjà. « Comment as-tu pu nous faire ça? Mon mari a perdu son travail à cause de ta petite farce. Les amis de Sophie la harcèlent à l'école. » Ma mère a tendu la main vers moi, le regard implorant. « Supprime la publication, chérie. Nous dirons que c'était un malentendu. »
les gens pardonneront. Mon père se tenait raide, la mâchoire serrée. Tu nous as humiliés devant toute la ville. Tout ça parce que nous t'avons demandé de contribuer un peu au loyer. Tu as toujours été égoïste avec l'argent. Égoïste? Le mot m'a presque fait rire. Je n'ai rien dit. Je me suis approché de la petite table, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai tourné pour qu'il leur fasse face. La vidéo était déjà prête. 30 secondes de preuve en haute définition. J'ai appuyé sur lecture. Le visage suffisant de Marc a rempli l'écran. Le doigt de mon père pointant le formulaire falsifié. Ma mère regardant nerveusement par-dessus son épaule. Le son était parfait, jusqu'à Marc disant à la guichetière, « Ma belle-sœur est hors de la ville. Elle m'a demandé de m'en occuper. » Le visage de mon père a perdu ses couleurs. La main de ma mère a volé à sa bouche. Lorraine regardait comme si elle n'avait jamais vu son propre mari auparavant. Je l'ai laissé tourner en boucle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le seul son dans la pièce était le minuscule écho de leur propre voix en train de mentir. Quand j'ai finalement fermé le couvercle, les yeux de mon père étaient humides. « Nous n'avions pas le choix », a-t-il dit d'une voix rauque. Marc a dit que c'était juste temporaire. Tu as toujours eu plus qu'assez. Plus qu'assez. Ma voix est sortie régulière, presque douce. J'ai payé pour le toit au-dessus de vos têtes. J'ai payé les frais de scolarité de Sophie. Et à la seconde où j'ai eu besoin d'un coin pour respirer, vous y avez mis une étiquette de prix. Lorraine sanglotait plus fort. Ma mère a attrapé le bras de mon père comme si elle risquait de s'effondrer. Les épaules de mon père ont commencé à trembler. De grands tremblements silencieux qui se sont transformés en quelque chose dont je n'avais jamais été témoin en 57 ans. Je n'avais jamais vu mon père pleurer jusqu'à ce jour-là. Les larmes n'ont pas duré longtemps. Mon père a essuyé son visage avec la manche de son coupe-vent, a redressé les épaules comme il le faisait quand il pensait que la dureté pouvait tout réparer, et a marmonné quelque chose sur le fait de parler quand je me serais calmé. Puis tous les trois sont sortis à la file indienne. Lorraine sanglotant toujours, ma mère s'accrochant au bras de mon père comme si elle allait tomber. La porte s'est refermée derrière eux avec la même finalité douce que celle que j'avais utilisée en quittant leur maison des semaines plus tôt. Je suis resté au milieu de la chambre d'hôtel à écouter leur voiture démarrer et s'éloigner et je n'ai rien ressenti, ni triomphe, ni pitié, juste un vide silencieux qui résonnait plus fort que n'importe quel cri. 2 jours plus tard, on a de nouveau frappé. Plus légèrement, presque avec hésitation. J'ai regardé par le Judas et je n'ai vu que ma mère, seule, serrant une grande enveloppe contre sa poitrine comme un gilet de sauvetage. Elle avait vieilli de 10 ans en 14 jours. L'ondulation permanente de ses cheveux s'était aplatie et son rouge à lèvres n'était pas de la bonne teinte pour sa peau. J'ai ouvert la porte. « Est-ce que je peux entrer, chérie ?» Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je me suis écarté sans parler. Elle est passée devant moi, a posé l'enveloppe sur la petite table et est restée là à tortiller la lanière de son sac à main. Pendant une longue minute, aucune de nous n'a bougé. « Je ne pouvais pas dormir », a-t-elle finalement chuchoté. « Ton père non plus. » Il reste assis dans le fauteuil inclinable à regarder la télévision, même quand elle est éteinte. Elle a dégluti difficilement. Je lui ai dit que je devais venir seule. Lorraine ne sait pas que je suis ici. J'ai attendu. Elle a poussé l'enveloppe vers moi. Voici tout ce dont tu as besoin pour nous détester complètement. Je me suis dit que tu méritais toute la vérité au lieu de seulement des morceaux. Mes doigts semblaient engourdis alors que j'ouvrais le fermoir en métal. À l'intérieur se trouvait une copie certifiée conforme d'un acte de transfert de propriété daté d'il y a 5 ans, signé par mes 2 parents, transférant la maison familiale de la rue Maple à Lorraine Elizabeth Reynolds en témoignage d'amour et d'affection. Le sceau du notaire était net, les signatures indéniables. J'ai fixé la description légale de la seule maison que j'avais jamais connue et j'ai senti le sol basculer sous moi. 5 ans, ai-je dit à peine au-dessus d'un murmure. Ma mère a hoché la tête, les yeux fixés sur la moquette. Lorraine menaçait sans cesse de déménager en Floride avec Sophie si nous ne l'aidions pas plus. Marc disait qu'il serait plus heureux plus loin de toi et de ton succès. Il disait que tu n'avais pas besoin de nous de la même manière qu'eux. Alors, nous avons signé la cession. Nous pensions que cela maintiendrait la famille unie. Maintenir la famille unie. L'expression a atterri comme un coup de poing. Il y a autre chose là-dedans, a-t-elle dit, la voix tremblante.
J'ai fouillé plus profondément et j'ai sorti une seule feuille de papier à lettres, du genre que grand-mère utilisait toujours pour les anniversaires. L'écriture était la sienne, tremblotante mais ferme, datée de 8 mois avant son décès. À notre chère Émilie. Quand nous ne serons plus là, les obligations d'épargne dans le coffre-fort, dont la clé est collée derrière le portrait dans le grenier, te sont destinées à toi seul. Tu as toujours été la personne stable, celle qui n'a jamais beaucoup demandé. Utilise-les pour bâtir la vie que tu mérites. Nous t'aimons de tout cœur. Grand-père et grand-mère. Attachée à la lettre se trouvait la photocopie d'une modification de fiducie signée par les deux grands-parents, attestée par des témoins et notariés, me désignant comme unique bénéficiaire d'un compte de courtage d'une valeur, au moment de leur décès, d'un peu plus de 240 000 €. Ma gorge s'est serrée. Ma mère a parlé si doucement que j'ai dû me concentrer pour l'entendre. Quand l'avocat a lu le testament, ton père et moi avons paniqué. Lorraine a pleuré pendant des jours. Elle disait que ce n'était pas juste qu'elle ait un enfant à élever et que tu t'en sortes très bien toute seule. Nous avons dit à l'exécuteur testamentaire qu'il devait y avoir une erreur. Nous avons falsifié un codicile. L'argent est allé sur le compte de la maison pour rembourser la deuxième hypothèque sur laquelle Marc insistait. Nous pensions que tu n'aurais jamais besoin de le savoir. J'ai regardé la femme qui m'avait tressé les cheveux, préparé mes déjeuners pour l'école et appris à prier. Et je ne l'ai pas reconnue. La pièce m'a semblé soudainement trop petite, l'air trop épais. Vous avez volé mon héritage, ai-je dit. Les mots sont sortis plats, presque curieux. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous avons choisi Lorraine encore et encore. Nous l'avons choisie parce qu'elle criait et que tu ne le faisais jamais. Le silence s'est étiré jusqu'à faire mal. Finalement, j'ai plié les papiers, je les ai glissés dans l'enveloppe et je les posés sur la table entre nous comme une pièce à conviction lors d'un procès. Je vais appeler un avocat demain, ai-je dit. Ma voix ressemblait à celle de quelqu'un d'autre, calme et froide. La maison, la fiducie, tout cela. Je vais reprendre ce qui est à moi. Ma mère a hoché la tête comme si elle ne s'attendait à rien de moins. Elle s'est levée, a lissé sa jupe avec des mains tremblantes et a marché jusqu'à la porte. La main sur le bouton, elle s'est arrêtée. Je n'attends pas de pardon, Émilie. J'avais juste besoin que tu l'entendes de moi au lieu de le lire dans un document du tribunal. Elle est partie sans attendre de réponse. Je me suis assise au bord du lit de l'hôtel, fixant l'enveloppe jusqu'à ce que les lampadaires s'allument à l'extérieur. Toute ma vie, j'avais cru que cette maison de la rue Maple m'attendait. De la même manière qu'elle attendait Lorraine. Que l'amour était inégal mais toujours à moi si j'essayais juste plus fort. L'acte de propriété et la lettre prouvaient ce que je ressentais depuis ce dîner à table. J'avais été une invitée dans ma propre histoire. Je pensais avoir perdu ma maison, mais je n'en avais jamais vraiment une. Les mots résonnaient encore pendant que je fermais la porte de l'hôtel derrière la silhouette de ma mère qui s'éloignait. Je n'en avais jamais vraiment une. Une maison. Un endroit où j'appartenais sans condition. La prise de conscience ne m'a pas brisé. Elle a plutôt débloqué quelque chose. Pour la première fois en 57 ans, j'ai cessé d'essayer de gagner ce qui n'allait jamais être donné librement. 3 mois plus tard, j'étais parti. J'ai choisi Willow Creek parce que le nom semblait doux et que les annonces de location étaient bon marché. Un appartement de 2 chambres au-dessus d'une vieille librairie sur la place de la ville, avec des planchers inclinés, une baignoire sur pattes et des fenêtres qui donnaient sur des érables devenant dorés. La propriétaire, une institutrice à la retraite nommée Ruth, m'a remis les clés et a dit « Prenez votre temps pour guérir, ma chère. Nous en avons tous eu besoin à un moment donné. » J'ai payé 1 an d'avance avec le premier virement de l'argent de la fiducie récupérée qui était enfin, légalement, indéniablement à moi. Je travaille maintenant depuis le petit bureau près de la fenêtre, comme consultante pour des entreprises qui n'ont jamais connu l'ancienne Émilie qui s'excusait de respirer trop fort. Mes journées ont un rythme. Du café fort à 7 heures, des appels de clients jusqu'à midi. De longues promenades le long du sentier de la rivière où les seules voies sont celles des oies et du vent. J'ai rejoint un cours d'aquarelle le jeudi soir au centre communautaire et j'ai découvert que je suis très mauvaise en peinture mais excellente pour rire de moi-même. Les femmes là-bas, des veuves, des divorcées, des artistes à éclosion tardive, m'invitent à des repas et ne demandent jamais pourquoi je tressaille quand quelqu'un mentionne la famille. Chaque soir, je m'assieds sur le canapé avec un bloc-notes et je verse toute l'histoire sur les pages. Pas par vengeance, ces feux se sont éteints, mais pour comprendre.
J'écris sur les paiements de prêts immobiliers que j'ai fait sans qu'on me le demande, les chèques de frais de scolarité. La façon dont je confondais le fait d'être nécessaire avec le fait d'être aimé. J'écris sur la fierté discrète que je ressentais à être la bonne fille, celle sur qui on peut compter, celle qui ne faisait jamais de vagues. Page après page, le modèle émerge comme une échymose que je peux enfin voir clairement. Je n'ai jamais été la priorité. J'étais le parachute. Quand les choses devenaient difficiles, il tirait ma corde et s'attendait à ce que je sois reconnaissante pour la chute. Un samedi au début du printemps, j'ai retrouvé Diane pour un café après le yoga. Elle a 71 ans, a divorcé 2 fois, possède la boutique de laine en bas et jure comme un marin quand l'humeur lui en prend. Nous parlions des limites, ou de mon manque total de limites, quand j'ai laissé échapper le vieux refrain que je me répétais. Ils m'aimaient à leur manière. Diane a reposé sa tasse assez fort pour faire trembler la soucoupe. Chérie, écoute-moi. Ils ne t'aimaient pas. Ils aimaient ta commodité. Le jour où tu as cessé d'être commode, l'amour s'est évaporé. Ce n'est pas de l'amour. C'est une location avec option de rejet. La phrase m'a frappé en plein visage. Je l'ai écrite en haut de la page blanche suivante de mon journal et je l'ai soulignée 3 fois. Commodité. Pas fille, pas sœur. Commodité. Quelque chose a changé après cela. Je me suis inscrite à un cours en ligne d'écriture créative. Quelque chose dont j'avais envie depuis l'université, mais pour lequel je n'avais jamais le temps parce que quelqu'un avait toujours besoin d'être tiré d'affaire. J'ai engagé une conseillère financière qui ne connaissait pas l'histoire de ma famille et je l'ai regardée hocher la tête d'un air approbateur pendant que je transférais le reste de la fiducie dans des investissements qui me porteront confortablement jusqu'à la vieillesse. J'ai acheté le nom de domaine d'un petit blog. J'ai tranquillement rédigé des histoires de femmes qui ont été élevées pour être utiles au lieu d'être chéries. La première publication est presque prête. Pour la première fois, l'argent ressemble à de l'oxygène au lieu d'une obligation. Je le dépense en cours de chant parce que j'ai toujours voulu chanter sans me soucier de qui entend. J'ai acheté un kayak d'occasion et j'ai appris à pagayer seul à l'aube. J'ai acheté la paire de bottes en cuir rouge la plus ridicule juste parce qu'elle me faisait sourire dans le miroir. Chaque choix est le mien, sans aucune excuse. Certains soirs, je m'assieds sur le minuscule balcon avec un verre de vin et je regarde les lumières de la place de la ville s'allumer. Ruth fait un signe de la main depuis la vitrine de la librairie. Diane envoie un message texte avec une blague terrible. La rivière continue d'avancer, régulière et sûre. Je respire l'odeur des lilas et des pages fraîches et je sens ma colonne vertébrale se redresser un peu plus chaque jour. Je ne m'étais jamais senti aussi libre jusqu'à l'arrivée de la lettre de ma sœur. L'enveloppe est restée sur la petite table près de la porte pendant 3 jours avant que je ne l'ouvre. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et l'écriture appliquée de petite fille de Lorraine, la même écriture qui servait à étiqueter nos sacs de déjeuner partagés. Je l'ai finalement ouverte un jeudi pluvieux, debout dans ma cuisine avec le café qui refroidissait dans ma main. À l'intérieur se trouvaient 4 pages étroitement pliées, une enveloppe plus fine et une seule photo de nous à 12 et 15 ans, les bras passés autour des épaules l'une de l'autre à la foire du comté. Brûlés par le soleil et souriant à pleines dents comme si rien ne pourrait jamais s'interposer entre nous. Émilie, j'ai commencé cette lettre une centaine de fois et je les ai toutes jetées. Il n'y a pas de bonne façon de dire ce que j'ai à dire, alors je vais juste le dire. Je savais ce que Marc préparait. Pas le jour exact, mais l'idée. Il y a 6 mois, il m'a fait asseoir après que Sophie s'est endormie et a dit que la tentative à la banque était le moyen le plus propre de s'en sortir. Il avait un acheteur prévu au Costa Rica, un nouveau nom, un aller simple. Il m'a dit que l'argent sur les comptes conjoints, ton argent, serait suffisant pour que nous disparaissions tous et recommencions à zéro. J'ai pleuré. J'ai crié. Puis je n'ai rien fait. Parce que disparaître semblait mieux que d'affronter le gâchis qu'il avait fait. Maman et papa le savaient aussi. Ils ne voulaient pas d'un autre scandale. Ils ne voulaient pas que les dames de l'église chuchotent que leur fille chérie avait épousé un criminel. Alors, nous avons tous convenu de garder le silence et de te laisser porter le blâme si cela devait un jour éclater au grand jour. C'est pourquoi la demande de loyer au dîner n'était pas aléatoire. Elle était censée te repousser avant que tu ne remarques que les comptes se vidaient. J'ai honte d'écrire cela, mais j'ai besoin que tu connaisses toute la vilaine vérité. J'ai été jalouse de toi toute ma vie. Tu étais l'intelligente, la jolie, celle dont grand-mère se vantait au club de bridge. J'étais la bruyante qui avait besoin d'être secourue. Chaque fois que tu réussissais,
je me sentais plus petite. Chaque fois que j'échouais, maman et papa remuaient ciel et terre pour réparer les choses, et je les laissais faire. Je te détestais d'être facile à aimer sans faire d'efforts, et je me détestais davantage d'avoir besoin qu'ils me choisissent. Je suis désolé, Émilie. Je suis désolé pour chaque chèque de frais de scolarité que je t'ai laissé faire. Pour chaque fête que je t'ai laissé payer. Pour chaque fois où je les ai regardés me choisir en ne disant rien. Je suis désolé d'être resté les bras croisés pendant que mon mari essayait de te dépouiller. Marc est parti. Il a fait 2 sacs la nuit où la vidéo est devenue virale et n'est pas revenue. La maison a 3 mois de retard et la banque commence la saisie la semaine prochaine. Maman pleure toute la journée. Papa parle à peine. Sophie refuse de sortir de sa chambre. Dans la petite enveloppe se trouve la déclaration sous serment sur laquelle Marc a bêtement apposé son nom l'année dernière, promettant de rembourser chaque dollar qu'il a pris sur les comptes. C'est suffisant pour ouvrir le dossier de fraude et probablement l'envoyer en prison si quelqu'un le dépose un jour. Je te la donne parce que c'est la seule chose de valeur qu'il me reste à offrir. S'il reste de l'argent de grand-mère, ne serait-ce qu'un peu, s'il te plaît, envisage de nous aider à garder la maison. Pas pour moi, ni même pour maman et papa. Pour Sophie. Elle a 14 ans et a perdu son père et sa maison en l'espace d'1 mois. Je n'ai personne d'autre à qui m'accrocher. Je n'attends pas de pardon. J'avais juste besoin que tu l'entendes de moi au lieu d'un avocat. Lorraine. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois, assise par terre alors que la pluie tambourinait sur les fenêtres. La photo tremblait dans ma main. 2 petites filles qui croyaient autrefois que les sœurs étaient éternelles. Elles s'effondraient, et elles avaient encore besoin de moi pour sauver leur ruine. J'ai laissé les pages de la lettre de Lorraine glisser de mes doigts et rester là où elles atterrissaient, éparpillées sur le plancher en bois comme des feuilles mortes. Pendant longtemps, je les ai simplement fixées, ainsi que la photo de 2 petites filles qui n'existaient plus. Le vieux réflexe a monté dans ma poitrine, celui qui chuchotait toujours, répare-le. Aide-les. Sois la personne la plus noble. Mais cette fois, je les regardais aller et venir sans agir. J'étais fatigué d'être le radeau de sauvetage. Je n'ai jamais déposé la déclaration sous serment. Je n'ai jamais appelé le procureur. Je n'ai jamais répondu à la lettre. La seule chose que j'ai faite a été de prendre mon téléphone un soir tranquille, d'ouvrir la discussion avec ma mère qui était restée silencieuse pendant des mois, et de taper 6 mots avant de pouvoir trop y penser, je pardonne mais ne reviendrai pas. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai posé le téléphone face vers le bas et je suis parti. 3 semaines plus tard, le blog a été mis en ligne. Je l'ai appelé La Fille Commode. Un site simple avec un fond crème et du texte noir, pas de publicité, pas de page payante. J'ai publié l'histoire entière en 8 parties exactement comme elle s'est produite. Les noms ont été juste assez changés pour faire taire les avocats. Je l'ai écrite simplement, sans venin, de la façon dont on parle à un ami autour d'un café. En quelques jours, les commentaires se sont remplis de femmes de mon âge et plus âgées. J'étais aussi le distributeur automatique de la famille. Ils choisissaient toujours mon frère. Je payais pour tout et on me jetait quand même le blâme. La boîte de réception a débordé de messages privés de filles qui ne s'étaient jamais senties choisies. De sœurs qui ne s'étaient jamais senties vues. J'ai répondu à toutes celles que j'ai pu. Quelque chose de guérisseur se produit quand vous réalisez que vous n'êtes pas la seule à n'être aimée que lorsqu'elle est utile. Une année a glissé comme de l'eau. Willow Creek est devenue ma maison au sens le plus vrai du terme. Mes bottes rouges ont creusé des sillons confortables sur le sentier de la rivière. Le cours d'écriture s'est transformé en un recueil d'essais publiés qui a en fait remboursé son avance. Les investissements ont augmenté tranquillement en arrière-plan, faisant ce que l'argent est censé faire quand il travaille enfin pour vous au lieu de travailler contre vous. Diane, Ruth et les dames de l'aquarelle sont devenues la famille que j'ai choisie. Le genre qui se présente avec de la soupe quand vous êtes malade et du champagne quand vous ne l'êtes pas. Un matin d'octobre, alors que je pétrissais de la pâte à pain et que je fredonnais faux, mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un seul message de ma mère. Le premier en 12 mois. Est-ce que tu vas bien? J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Par la fenêtre, les érables devenaient du même or qu'ils l'étaient le jour de mon arrivée. J'ai pensé à l'avis de saisie que j'avais vu par accident sur le site internet du comté. Celui qui listait la maison de la rue Maple comme propriété de la banque. J'ai pensé à Sophie commençant le lycée dans un appartement exigu, au silence de mon père et aux nuits blanches de ma mère,
et à Lorraine apprenant ce que l'on ressent à se tenir debout toute seule. J'ai reposé le téléphone sans répondre. Certaines questions ne nécessitent plus de réponse. Le blog compte maintenant un demi-million d'abonnés. Chaque semaine, une autre femme écrit pour dire qu'elle a enfin dit non, qu'elle est enfin partie. Qu'elle s'est enfin choisie. Leur liberté a le même goût que la mienne. Propre, brillante et entièrement à moi. J'avais autrefois été leur portefeuille parlant. Maintenant, j'étais simplement moi-même. Et c'est là toute l'histoire. De la nuit à la table de la salle à manger où mon père m'a regardé dans les yeux et a dit « 5 000 € par mois pour la chambre d'amis où fais tes valises », au matin tranquille où je me suis enfin choisi. Je n'y suis jamais retourné par vengeance. J'ai simplement quitté le rôle qu'il m'avait assigné pendant 57 ans et j'ai refusé de le jouer un jour de plus. La maison de la rue Maple appartient maintenant à un jeune couple dont les tout-petits courent sur la même pelouse où Lorraine et moi chassions autrefois les œufs de Pâques. Mes parents louent un modeste appartement d'une chambre à 20 miles de là. Lorraine apprend lentement et douloureusement ce que l'on ressent à se tenir sur ses propres pieds. Et chaque matin, je me réveille dans mon petit appartement baigné de lumière, entouré d'amis qui m'aiment, que mon compte bancaire déborde ou tourne à vide. Si vous êtes resté avec moi jusqu'au tout dernier mot, merci du fond du cœur. C'était l'histoire la plus personnelle que j'ai jamais racontée. Si quoi que ce soit dans le parcours d'Émilie vous a semblé arraché à votre propre vie, les sacrifices silencieux, la constante deuxième place, terminé au moment où vous avez enfin chuchoté et assez, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. Une seule ligne suffit. J'étais aussi le distributeur automatique de la famille, où il choisissait toujours mon frère ou ma sœur. Vos mots pourraient être la bouée de sauvetage dont une autre femme a besoin ce soir pour trouver le courage de partir. Plus d'un demi-million d'entre nous ont bâti cette communauté ensemble. Un endroit où aucune fille n'a jamais à s'excuser de se faire passer en premier. Si cette histoire a fait mal à votre cœur, vous a mis en colère, vous a fait pleurer, ou vous a simplement permis de vous sentir vu, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche dès maintenant. Chaque nouvel abonné est la preuve que ces vérités comptent encore. Et chaque commentaire rappelle à quelqu'un qui regarde en silence qu'elle n'est pas seule. Merci de votre écoute.